la galanterie qui est dans nos poèmes. Je vais encore rapporter aux Français ce que dit un autre écrivain anglais sur la galanterie de nos poètes. Les rapports ont un attrait si piquant qu'on ne saurait se défendre d'aimer à les entendre, et en des manières pareilles à celles dont il s'agit ici, il n'est ni malhonnête ni dangereux de contenter la curiosité des personnes intéressées. Charles Perrault avait reproché aux anciens qu'ils ne connaissaient point ce que nous appelons galanterie, et qu'on n'envoyait aucune fleur dans leurs poètes. Au lieu que les écrits des poètes français soient en vers, soit en prose, ces derniers écrits sont les romans, se trouvent parsemés de ces gentillesses. Wotton, qui a pris le parti des modernes en Angleterre et qui a défendu comme contre Mylord O'Reilly la même cause que Perrault, avait soutenu en France, abandonne son compagnon d'armes dans cette lice. Il ne veut point passer à nos poètes pour un mérite ce jargon plein de fadeur, selon lui qu'on appelle galanterie. C'est, ajoute l'auteur anglais, un sentiment qui n'est pas dans la nature, une des affectations extravagantes que le mauvais goût du siècle a mis à la mode. Ovide et Tibulle n'ont point mis de galanterie dans leurs écrits. Dira-t-on qu'ils ne connaissaient pas le cœur humain et les tempêtes que toutes les passions amoureuses y savent exciter? L'émotion qu'on éprouve en lisant leurs vers fait bien sentir que la nature même s'y explique en sa propre langue. Les poètes et les faiseurs de romans, continue Wotton, comme D'Urfé, la Calprénède et leurs semblables, qui pour avoir occasion de faire parade de leur esprit, nous peignent leurs personnages pleins à la fois d'amour et d'enjouement, et qui en font des discoureurs si gracieux, ne s'écartent pas moins de la vraisemblance que Varias s'écarte de la vérité. Or, comme la vérité est l'âme de l'histoire, la vraisemblance est l'âme de toute fiction et de toute poésie. C'est le vraisemblable qui nous émeut et qui nous fait cas d'un ouvrage et de son auteur. Quand je dis que Wotton a défendu la même cause que Perrault, je dois ajouter que Wotton, en mettant le savoir des modernes au-dessus de celui des anciens dans la plupart des arts et des sciences, tombe d'accord néanmoins que dans la poésie et dans l'éloquence, les anciens ont surpassé les modernes de bien loin. C'est ainsi qu'il s'en explique lui-même dans le chapitre que j'ai déjà cité. Voici même ce qu'il ajoute. Perrault n'était point assez savant, il n'entendait point assez bien le grec et le latin pour faire même un bon parallèle entre l'éloquence et la poésie des anciens et des modernes. La digression serait trop longue si j'allais entreprendre de faire une énumération exacte de ces bévues. On me regarderait d'ailleurs dans toute l'Europe comme un téméraire si je me mêlais d'écrire sur ce sujet après ce que Despréaux vient d'en dire dans ses réflexions critiques sur Longin. Il y venge les auteurs illustres de l'Antiquité aussi bien qu'il essaie imiter. Pour revenir à la galanterie, un de ces traits énerve souvent l'endroit d'un poème le plus pathétique. Il fait cesser pour un temps l'affection qu'on avait prise pour le personnage. Renaud, amoureux malgré lui, et parce qu'il est subjugué par les enchantements d'Armide, m'intéresse vivement. À sa situation, je suis même touché de sa passion quand il ouvre la scène en disant à sa maîtresse qui le quitte pour un moment « Armide, vous m'allez quitter », et lorsqu'il ne lui réplique, après qu'elle lui a dit le motif important qui l'oblige à s'éloigner de lui, que les mêmes paroles qu'il avait déjà dites « Armide, vous m'allez quitter ». Renaud me paraît alors un homme livré tout entier à l'amour. L'amour ne saurait mieux se faire sentir que par cette répétition. C'est la marque de l'ivresse de la passion que de l'entendre par les raisons qu'on lui oppose. Mais un moment après, Renaud devient un amant précieux et un amoureux affecté lorsqu'il répond à sa maîtresse qui lui dit « Voyez en quel lieu je vous laisse, par ce fade compliment, puis-je rien voir que vous appât ?» C'est en qualité d'historien que je rapporte ici ce que nos voisins disent de nous. Si je fréquente les nations étrangères pour apprendre leurs sentiments, c'est sans renoncer aux sentiments de la mienne. Je puis dire, comme Sénèque, j'aime souvent passer dans le camp d'autrui. Comme transfuge? Non, non pas comme éclaireur.
C'est à nos poètes d'examiner jusqu'à quel point ils doivent déférer aux critiques de nos voisins. Je crois avoir traité assez au long les deux questions, s'il est à propos de mettre de l'amour dans les tragédies, et si nos poètes ne lui donnent pas une trop grande part dans l'intrigue de leurs pièces. Aussi ne me reste-t-il plus que 2 mots à dire sur ce sujet. De quelques maximes qu'il faut observer en traitant des sujets tragiques. Il importe beaucoup aux poètes tragiques de nous faire admirer des personnages dont il faut que les malheurs nous coûtent des larmes, afin que la tragédie réussisse. Or, les faiblesses de l'amour déparent beaucoup de caractères héroïques qui nous inspireraient de la vénération s'ils n'étaient point avilis par ces faiblesses. La même raison qui doit obliger les poètes à ne pas laisser prendre à l'amour un trop grand empire sur leur héros, doit les engager aussi à choisir leur héros dans des temps éloignés d'une certaine distance d'une autre. Une admiration plus grande de loin, dit Tacite. Il est plus facile de nous inspirer de la vénération pour des hommes qui ne nous sont connus que par ce qu'on lit d'eux dans l'histoire, que pour ceux qui ont vécu dans des temps si peu éloignés d'une autre, qu'une tradition encore récente nous instruit exactement des particularités de leur vie. Nous savons des détails sur les petitesses des grands hommes que nous avons vus ou que nos contemporains ont pu voir, qui rapprochent si bien ces grands hommes des hommes ordinaires que nous ne saurions avoir pour eux la même vénération avec laquelle nous sommes en habitude de regarder les grands hommes de Rome et ceux de la Grèce. Nous louons plus volontiers ce que nous entendons, ce que nous voyons. Cet apostegme est encore plus véritable en parlant des hommes qu'en parlant des ouvrages de l'art ou des merveilles de la nature. Il n'est point d'homme qui soit admirable, qu'il n'ait vu d'une certaine distance. Dès qu'on peut voir les hommes d'assez près pour discerner leur petite vanité et leur petite jalousie, comme pour démêler les inégalités de l'esprit, l'admiration cesse. Si nous savions l'histoire domestique de César et d'Alexandre avec autant de détails que nous savons celle des grands hommes de notre siècle, les noms du grec et du romain ne nous inspireraient plus la même vénération qui nous inspire. Je souscris volontiers au livre qui a dit que les plus grands ennemis de la gloire des héros étaient leurs valets de chambre. Les héros gagnent toujours à n'être connus que par le récit des historiens. La plupart se plaisent à rapporter ces traits naïfs et ces petits faits, anecdotes qui font encore admirer davantage les hommes illustres, mais ils taisent volontiers tout ce qui ferait un effet contraire. Voilà pour les historiens ordinaires. Quant à ceux qui veulent dire du mal, ils font bien quelquefois les hommes plus méchants que peut-être ils n'ont été, mais il est très rare que ces historiens fassent les hommes plus petits. Un historien met ses talents en évidence. Il peut même faire parade de sa probité en racontant les actions d'un gras scélérat, mais il se dégrade lui-même et il devient un écrivain insipide s'il fait de ses acteurs des hommes trop ordinaires. Le poète tragique, dira-t-on, peut supprimer toutes les petitesses capables d'avilir ses héros. J'en tombe d'accord, mais l'auditeur s'en souvient. Il est redit lorsque le héros a vécu dans un temps si voisin du sien que la tradition l'a instruit de ses petitesses. D'ailleurs, Melpomène se plaît à parer ses victimes de couronnes et de spectres. Et les maisons souveraines sont aujourd'hui tellement enlacées les unes avec les autres par les mariages qu'on ne saurait faire monter présentement sur la scène tragique un prince qui ait régné depuis 100 ans dans un état voisin sans que le souverain du pays où la pièce serait représentée s'y trouvât intéressé comme parent. L'inconvénient s'explique assez de lui-même. Ainsi, j'approuve les auteurs qui, lorsqu'ils ont pris pour sujet quelque événement arrivé en Europe depuis un siècle, ont masqué leurs personnages sous le nom des anciens romains ou de princes grecs auxquels personne ne prend plus d'intérêt. On ne saurait mettre sur le théâtre tout ce qu'un historien peut écrire dans un livre. Le théâtre est, pour ainsi dire, un livre destiné à être lu en public, et les bienséances doivent être observées. Tous les égards doivent être gardés dans les pièces qu'on y représente, avec encore plus de sévérité que dans l'histoire la plus grave. Quand Campistron voulut mettre au théâtre l'aventure tragique de Don Carlos, le fils aîné de Philippe II, roi d'Espagne, il traita ce sujet sous le nom d'Andronique. Mais malgré le changement du nom des personnages, la représentation de cette tragédie a été défendue durant longtemps dans les Pays-Bas espagnols. Les poètes grecs n'avaient pas cette délicatesse.
J'en tombe d'accord, ils ont mis sur la scène des souverains morts depuis peu de temps et quelquefois même des princes vivants, mais ces poètes avaient été élevés dans l'esprit républicain qui régnait parmi les Athéniens et qui cherchait toujours à rendre odieux le gouvernement d'un seul. C'était un moyen d'y réussir que de représenter les rois et les princes avec un caractère vicieux dans des spectacles qui devaient avoir encore plus de pouvoir sur l'imagination des Grecs qu'ils n'en sauraient avoir sur l'imagination des peuples septentrionaux. Voilà pourquoi les poètes grecs ont défiguré quelquefois le véritable caractère des souverains. Voilà pourquoi ils ont introduit si souvent sur la scène Oreste malheureux et poursuivi des furies, quoique les historiens citent ce prince pour avoir vécu et régné longtemps heureusement. Son acte eut l'approbation des dieux, comme le prouve la longueur de sa vie et la félicité de son règne. Il vécut en effet 90 ans et il régna 70, dit Paterculus en parlant d'Oreste. Deux nations voisines de la nôtre font encore monter sur le théâtre des souverains morts depuis 100 ans ou environ. Elles y traitent des événements tragiques arrivés dans leur propre pays depuis un siècle. Peut-être est-ce qu'elles n'ont point encore une juste idée de la dignité de la scène tragique, peut-être entre-ils aussi dans leur vue quelques traits de la politique athénienne. La tragédie flamande, dont le sujet est le fameux siège de Leyde, que les Espagnols levèrent durant les premières guerres des Pays-Bas, et laquelle, suivant la fondation d'un citoyen de cette ville, s'y représente encore toutes les années dans le mois où l'événement arriva, et pleine des maximes et des sentences contre les rois et contre leurs ministres, qui pouvaient être à la mode dans Rome après l'expulsion des Tarquins. Jamais aucun tragique grec ne tâcha de rendre les souverains odieux, autant que Mylord, comte de Rochester, l'a voulu faire dans sa tragédie de Valentinien. Ce n'a point été certainement pas un pareil motif que nous-mêmes nous avons fait monter sur notre scène. Lorsqu'elle était encore grossière, nos souverains encore vivants, les Français sont cités chez toutes les nations pour respecter naturellement leurs princes. Ils font même davantage, ils les aiment. Aussi juge-t-on facilement par le caractère des pièces où les poètes français ont introduit leurs souverains même qu'ils n'ont péché que par grossièreté. Peu de mois après la mort d'Henri IV, on représentant dans Paris une tragédie dont le sujet était la mort funeste de ce prince. Louis XIII, qui régnait alors, faisait lui-même un personnage dans la pièce, et de sa loge il pouvait se voir représenté sur le théâtre où le poète lui faisait dire que l'étude l'assommait, qu'un livre lui faisait mal à la tête, qu'il ne pouvait guérir qu'au son du tambour et plusieurs autres gentillesses de ce genre, dignes d'un fils d'Alaric ou d'Athalaric. Mais la raison ou bien les réflexions nous ont rendu depuis le peuple de l'Europe le plus délicat et le plus difficile sur toutes les bienséances du théâtre. Nos poètes ne peuvent se tromper impunément aujourd'hui sur le choix du temps et du lieu de leurs pièces. Racine soutient dans la préface du Bajazet, dont la mort tragique était un événement récent quand il le mit au théâtre, que l'éloignement des lieux où un événement est arrivé peut suppléer à la distance des temps, et que nous ne mettons presque point de différence entre ce qui est arrivé 1000 ans avant notre temps et ce qui est arrivé à 1000 lieues de notre pays. Je ne suis point de son sentiment, on ne trouve personne qui ait vécu 1000 ans avant lui, mais on rencontre tout le jour des gens qui ont vécu dans ce pays éloigné de 1000 lieues, et leurs récits nuisent à la vénération qu'on prétend nous donner pour ces hommes devenus des héros en passant la mer. D'ailleurs, le commerce entre la France et Constantinople est si grand que nous connaissons bien mieux les mœurs et les usages des Turcs par les relations verbales de nos amis qui ont vécu avec eux que nous ne connaissons ceux des Grecs et des Romains sur le récit d'auteurs morts à qui l'on ne saurait demander des explications quand ils sont obscurs ou trop succincts. Un poète tragique ne saurait donc violer la notion générale que le monde a sur les mœurs et sur les coutumes des nations étrangères sans préjudicier à la vraisemblance de sa pièce. Cependant, les règles de notre théâtre et les usages de notre scène tragique, qui veulent que les femmes aient toujours beaucoup de part dans l'intrigue et que l'amour y soit traité suivant nos manières, empêchent que nous ne puissions nous conformer aux mœurs et aux coutumes des nations étrangères. Il est vrai que les défauts qui résultent de cet embarras
ne sont remarquées que par un petit nombre de personnes assez instruites pour les connaître. Mais il arrive que pour faire valoir leur érudition, elles exagèrent souvent l'importance des défauts, et il ne se trouve que trop de gens qui se plaisent à répéter leurs critiques. Je n'ajouterai plus qu'un mot à cette observation. C'est qu'à l'exception de Bajazet et du Conte des sexes, toutes les tragédies écrites depuis 80 ans, dont le sujet était pris dans l'histoire des 2 derniers siècles, sont tombées, leurs noms même sont oubliés. La définition qu'Aristote fait de la comédie, quand il appelle une imitation du ridicule des hommes, enseigne suffisamment quels sujets lui sont propres. Comme elle n'inflige pas d'autre peine aux personnages vicieux que le ridicule, elle n'est pas faite pour représenter les actions qui méritent les châtiments plus graves. On ne doit traduire à son tribunal que des hommes coupables envers la société de délits légers.